On rejoint tout de suite nos commentateurs. Isabelle Maréchal, animatrice au 98.5 FM, chroniqueuse du Journal de Montréal. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur du Journal de Montréal. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'aimerais avoir premièrement votre réaction en tant qu'être humain. En tant que citoyen, au témoignage, là, on l'a vu, le trémolo dans la voix de Michel Lalonde. D'un côté, je dis, en tant qu'être humain, ça m'a touché, ça m'a assez touché. Ouais. Ces enfants, ça devait être difficile d'apprendre à la télévision que leur père est trempé dans des choses illégales. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a arnaqué l'État, qui a arnaqué l'argent public. Vous sentez comment face à ça, Isabelle? Bien, moi, je pense qu'effectivement, on sentait qu'il était très émotif, et Michel Lalonde, et je pense qu'on peut le croire là-dessus. Je pense qu'après plusieurs journées, à avoir lui-même à reconnaître tous ces agissements illégaux, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, je pense qu'il a fait des excuses en bonne et due forme. On peut les accepter. En même temps, il y a quelque chose d'inacceptable quand même dans le fait qu'il y a eu de l'argent public de floué, parce que tout ça, ça sous-tend tout ce régime de corruption, de collusion. Et malheureusement, il a été un des joueurs qui a fait en sorte que cet engrenage vicieux ait pu se perpétrer pendant autant d'années. Alors, il s'excuse aujourd'hui. Je pense qu'il vient de tourner une page dans sa vie à lui. En même temps, je pense que ça éclaire aussi beaucoup les travaux de la commission. Et quand France Charbonneau remercie la participation de Michel Lalonde, je pense qu'elle le fait aussi en pensant à sa propre commission, parce que ça vient de rendre une crédibilité à la commission qui en avait perdu la semaine dernière dans la foulée de l'affaire Dumont. Tout à fait. Mathieu, quelles sont tes réactions? Je dirais que c'est le grand écart, d'une certaine manière. Parce que d'un côté, on se rend compte que la corruption au Québec ce n'est pas qu'une série de petits gestes individuels, aussi condamnable soit-il, c'est une structure, c'est presque un pouvoir. On a l'impression, à tout le moins, que des pouvoirs mafieux, d'une manière ou de l'autre, sont pénétrés, sinon au cœur de l'État, à tout le moins, ils ont une entrée directe dans l'État. Et de l'autre, donc ça, il y a des machines, ça peut broyer des consciences. Et de l'autre côté, on voit cet homme qui a participé à ça et qui, en ce moment, participe à la commission à la manière d'une rédemption. C'est-à-dire, la conscience est d'un coup interpellée, et il arrive que les êtres humains, et ça, c'est quand même, on peut le remarquer souvent, les gens se livrent à des actions, sont pris dans la vie, et à un moment donné, il y a une espèce d'éclair de conscience. Ils se rendent compte de ce qu'ils font. Et manifestement, pour cet homme, la commission n'est pas simplement l'occasion d'un témoignage, mais presque d'une rédemption. Il se délivre d'un fardeau. Et c'est dans cette espèce d'écart-là qu'on analyse son témoignage et qu'on l'apprécie ou non. C'est un peu l'exercice aussi de la commission, hein, comme un exorcisme collectif. Ah ben oui. Et Isabelle, lorsque, dans le témoignage de Michel Lalonde, qui disait, parce qu'à un moment donné, Maître Galland, le procureur de la commission, qui était découragé, puis qui dit, coudon, y a-t-il des municipalités qui ne mangeaient pas de ce pain-là, où les choses se déroulaient selon les règles? Je pense qu'il y en avait deux. M. Lalonde pense, oui, Lanoret et Bois des Filions. Ouais, alors, exactement. Ça, c'était, et d'ici là, se déroulaient des élections normales. Quand la normalité devient l'anormalité... La norme, oui. La norme, c'est assez particulier. Là. On se dit, on a peut-être là un problème. On a un sérieux problème, effectivement. Puis d'ailleurs, on l'a vu ensuite en contre-interrogatoire hier, où on lui a demandé, c'est l'avocat, je pense, de la Ville de Montréal, qui lui a dit, mais vous, là, vous auriez pu dénoncer, entre autres, on parlait du comité de sélection, vous auriez pu dénoncer cette personne, Claude Miller, et dire, il me force finalement à continuer de participer, puis il me demande 25 000 $ pour que finalement il m'avantage. Vous auriez pu le dénoncer, vous ne l'avez pas fait. Et il dit malheureusement, non, je ne l'ai pas fait. Et d'où la fameuse rédemption dont parle Mathieu, puis je suis assez d'accord avec son analyse. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il le regrette, il s'en mord les doigts. En même temps, c'est vrai que quand tout le monde le fait, tu as envie de dire, la fameuse pub, tout le monde le fait, fais le don. Le problème, c'est que c'est une espèce, c'est le chien qui se mord la queue. C'est intéressant, c'est que si ça avait été nous, et c'est là où tu dis, c'est un espèce de truc collectif, il faudrait se regarder, si ça avait été nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Il y a une question d'éthique personnelle, il y a une question d'honnêteté. Moi, c'est toute l'honnêteté, je trouve. Est-ce qu'il y a encore du monde honnête? La question que je vais poser, là, parce que là, on veut faire toutes sortes de changements un peu partout pour empêcher ce genre de collusion, de corruption. Mais n'y a-t-il pas lieu aussi d'avoir une prise de conscience, chacun pour soi? On vous pose la question après la pause.
Alors là, le gouvernement propose différentes solutions, là, des dons seulement qu'à 100 $ par personne. Là, on veut changer aussi les règles qui concernent les comités de sélection du ministère du Transport. Les gens vont devoir signer un papier où ils vont tout dévoiler leurs liens avec les différentes firmes de construction. C'est très beau, mais quand on veut être malhonnête, on peut tout le temps contourner la loi. Et je veux vous raconter, Isabelle et Mathieu, une histoire qui n'a rien à voir avec la commission, quoique. Il y a quelques années de ça, je vais à un restaurant italien où j'aime bien aller, malheureusement trop populaire, il faut faire la queue. Alors j'attends dehors du restaurant, arrive un camion, une vanne qui se stationne dans la rue. Le gars sort, le conducteur ouvre la vanne, il y a plein de boîtes là-dedans avec des lecteurs DVD. Alors le gars se retourne vers les gens en criant « J'ai des lecteurs DVD pas chers à vendre ». C'était évident, c'était du stock volé. Tout le monde se précipite, tous les gens achètent un lecteur DVD, 15 $ chaque, parce qu'eux autres n'ont pas volé le lecteur DVD. Ils sont honnêtes, étant donné qu'ils n'ont pas participé au vol. Mais tout le monde savait que c'était du stock volé là-dedans. Mais il n'y a personne là-dedans, je suis sûr, pendant la soirée, lorsqu'ils ont mangé au restaurant italien, qui se sentait malhonnête, qui se sentait voleur. Mathieu. Ben, je crois qu'il y a une espèce et ça, c'est documenté en plus en sciences sociales, en histoire, c'est ça qui est assez fascinant. Il y a un effondrement du sens moral dans les sociétés contemporaines. C'est-à-dire l'individualisme à outrance qui se conjugue avec une espèce d'avidité, le besoin de consommer toujours plus, le besoin par... Puis, il faut dire, les ressources de sens sont de moins en moins nombreuses. La politique est moins là, la religion est moins présente, la communauté est moins présente, l'argent prend une place infinie comme valeur. Par ailleurs, les communautés sont de moins en moins tissé serré. Donc, on se retrouve dans une société où l'individualisme peut facilement virer dans une forme de pathologie. Et maintenant, c'est pourvu que je me fasse pas prendre, pourvu que je me fasse pas pogner, eh bien, je peux franchement me laisser aller, je peux piger dans la caisse pourvu qu'on ne me voit pas. Et ça, c'est ce qui arrive quand la règle n'est plus soutenue par quelques morales ou quelques sentiments de justice. Et ça se répare lentement dans une société. Une loi, c'est bien, mais une loi ressentie comme une obligation morale, c'est encore mieux. Isabelle. Bien, Mathieu parle de l'effondrement de la religion. C'est vrai que, bon, comme étant, je suis plutôt laïque, je suis même athée, mais je pense que la religion avait ça de bon qu'il y avait au moins cette notion du bien et du mal. Eh bien, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Ouais. Tu sais, je fais pas... Il me regarde dans du haut des nuages. Il va savoir que... Mais tandis que là, Dieu est en partie. Il n'y a personne qui me regarde. Exactement. Et donc, ça permet à tout un chacun de faire un peu ce qu'il veut. Puis, avant, tu avais le curé qui disait, bien, faites pas ça. Aujourd'hui, il y a qui pour te dire, même les parents te disent plus, fais pas ça. Les parents, avec les enfants rois, on a longuement parlé de cette génération à qui on dit oui beaucoup plus que non. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut pas trop les encadrer. Il y a un moment donné, c'est ce qui arrive. Et là, c'est peut-être le témoignage de ce qui se passe dans la société. Tout à fait. Mathieu aussi, les gens, par exemple, le travail au noir. Il y a des gens qui vont dire, c'est épouvantable, M. Lalonde, il a floué l'État. Mais oui, mais toi, tu travailles au noir ou ta gardienne ou ta femme de ménage, tu la payes en dessous de la table et tout ça, t'es pas mieux. Non, mais les gens vont dire, oui, mais le système vient tellement me chercher de l'argent dans mes poches. Plus de 50 % de mon argent va à l'État. Je suis pris à la gorge, donc je vais... Tu sais, on dirait que tout le monde, maintenant, se cherche. La commission Charbonneau a une vertu de ce point de vue, c'est que c'est un révélateur. Il arrive qu'une société en crise, une société où, par exemple, le pouvoir est impuissant devant de tels problèmes. Une société où les valeurs sont en crise, manifestement. Une société où les institutions ne fonctionnent plus. Une crise comme celle-là, donc la commission Charbonneau, est au moins un révélateur. Ça permet de prendre conscience dans quel état nous sommes rendus. Et manifestement, les Québécois qui se regardent à travers la commission Charbonneau en ce moment ne s'aiment pas beaucoup. En même temps, est-ce que ça va changer les façons de faire? Moi, je ne suis pas sûre que ça ait vraiment un impact à court terme. Pas à court terme, mais je crois que dans l'histoire des sociétés, il y a des cycles. Hein. Il y a des cycles, je dirais, d'ascension. La Révolution tranquille, on en a le souvenir. Ensuite, il y a des cycles de déclin. Et manifestement, en ce moment, le Québec est dans le bas de, dans le bas de la cale. Mais on peut être... Tu parlais du financement des partis politiques. Richard, tu disais qu'on veut peut-être mettre 100 $ seulement. Moi, je trouve ça vraiment ridicule parce qu'on est à la fois aveugle puis on n'est pas réaliste. Si on fait des campagnes électorales qui coûtent des millions de dollars, comment peux-tu demander aux partis politiques de se financer à coût de 100 $? Mais ils vont toujours être en souper spaghetti. Il y a deux choses là-dessus. Certains disent financement public des partis. D'autres disent inversement, puis ça, j'en suis convaincu, les partis politiques aujourd'hui, et j'ai déjà dit ça d'ailleurs à cette émission, le coût d'une campagne est inversement proportionnel à la qualité des idées qui s'y trouvent. C'est-à-dire, moins on a d'idées, plus on a besoin d'une grosse machine publicitaire pour fonctionner à la propagande lourde. Et un petit parti, inversement... Ça, c'est pas fin de dire ça. Non, mais il y a des vérités désagréables. Et inversement, je crois que le coût de la politique aujourd'hui est révélateur inversement
indépendamment de la qualité piètre du débat politique au Mais Québec. c'est possible Oui, mais d'être bon, honnête. ça coûte quand même de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais il y a une différence entre payer pour des recherchistes, pour payer pour des conseillers politiques et payer, comme on le voit aujourd'hui, pour des campagnes de publicité Mathieu, monstrueuses qui cachent certaines choses importantes. Mathieu Isabelle aussi, c'est possible d'être honnête. On l'a démontré à Lanoraie, on l'a démontré à Bois-des-Filions. Michel Lalonde a essayé de corrompre ces gens-là et finalement, ils ont dit, nous, on reste honnête. C'est possible de dire non, je ne mange pas de ce pain-là. On s'en va tout de suite à la pause. Nous revenons et on parle de bilinguisme avec nos invités.